Vraiment content qu'on puisse le faire depuis le temps. Je vais essayer d'être moins bavard que toi, mais c'est pas évident, je suis très bavard aussi, hein. On verra Oui, comment on va faire ce. Donc on va. Tu es prêt? oui, Quand je fais clap des mains, ça veut dire qu'on démarre, d'accord? ok, d'accord. Jean-Paul Genquin, bonjour. Bonjour. Écoute, c'est un très grand honneur pour moi de t'accueillir. Ça fait un bout de temps que je voulais le faire, mais je voulais être prêt. Je voulais aussi avoir du temps parce que je suis très bavard et tu es aussi très bavard. Donc je sais qu'on a besoin d'un podcast long, je pense. Et puis sans flatterie, sans flagornerie aucune, tu es quand même un personnage qui a plusieurs facettes et il y a beaucoup à raconter, même en faisant, je dirais, synthétique. Donc à mon avis, hein. Oui, oui, oui. Ouais, le problème, c'est que moi aussi, je suis un gros bavard. Donc, en fait, va falloir qu'on ait, je sais pas, un système qu'au bout d'un moment, clac, clac, ça Ouais, coupe. ouais. Ben, oui, il faudrait que la batterie de nos téléphones ou quelque chose comme ça nous coupe, puisque malheureusement, on ne se voit pas en direct. C'est aussi pour ça que j'avais reculé un petit peu ce moment, parce que j'aurais adoré te voir, comme la dernière fois on s'était vu, c'était à Angoulême, hein, si je me souviens bien. Euh, On oui, s'était vu c'était à Angoulême. Paris aussi, tu étais passé chez moi. Oui, ah oui, alors oui, tu as raison, Angoulême, c'était Mhm. avant et je suis passé chez toi. Oui, c'était oui. Bon, je suis perdu dans le temps. Non, Non, Angoulême, c'était après. Angoulême, ça devait être la fois la plus C'était la récente, dernière puisque fois. on s'est retrouvés confinés comme des cons, juste Oui, c'est ça. pas longtemps Faut pas, après, quoi. faut Après pas, s'être bien faut pas me foutu le de la dire. gueule du coronavirus, il est venu quand même, quoi. Oh, ce qui est dommage, c'est donc qu'on aurait eu le plaisir de se voir, mais bon, j'avais vraiment très envie qu'on fasse cette émission tous les deux. Puis, alors, il faut que j'explique pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ou pas bien, ou pas du tout, hein, c'est que tu es pour moi triplement, entre guillemets, mythique, parce que tu es à la fois un auteur qui est reconnu, disons, un spécialiste. Alors déjà, tu es un auteur de bande dessinée tout court. Donc j'adore l'auteur de bande dessinée indépendante que tu es, j'adore ton style, j'adore ton dessin, j'adore ce que tu racontes. Déjà en soi, c'est déjà, moi je te lisais il y a depuis des années, je suis donc un fan d'abord. J'ai la chance depuis de te connaître, mais je suis d'abord un fan. Et puis tu es pour moi aussi une référence dans deux domaines, et tu me vois bien sûr venir. Il y a évidemment le domaine des super-héros, où vraiment tu es, quand on peut dire quand même, la référence en France. Il y a trois, quatre acteurs comme ça qui sont des références, mais toi, on peut pas dire autrement que tu es celui qu'on va voir, tu es parmi ceux qu'on va voir pour parler de super-héros parce que tu es une espèce d'encyclopédie sur pattes des super-héros. Et puis, tu es aussi quelqu'un qui est pionnier, qui est précurseur dans la BD que maintenant on appelle LGBT, mais qu'à l'époque où toi tu as démarré, ça n'existait même pas le terme en fait. On disait la BD gay et lesbienne, hein. On disait la BD gay, tout C'est ça, simplement. voilà. Voilà. Et toi, tu as Euh, vraiment été un pionnier parce que j'ai vraiment l'admiration aussi pour toi pour ça, parce que tu as été super-héros à l'époque où c'était pas la mode, où quand tu aimais les super-héros, tu étais au mieux un gogol ou un geek, mais voilà. Et toi, tu as très vite écrit sur les super-héros, tu t'es très vite penché dessus, et puis sur la bande dessinée qui est gay, lesbienne, alors là, c'est carrément, c'était limite courageux à une époque où fallait être militant parce que c'est pas comme maintenant où c'est quand même plus facile, même si ça reste forcément. Mais on va en parler parce que toi, t'as pas lâché ces deux domaines, tu es très très présent. Et en plus, on y viendra, mais tu es un des traducteurs de tous les Mickey et Picsou qu'on a pu lire dans les années 80, quoi, à peu près. Et tu es même le et qu'on traducteur de lit, Alan et et qu'on qu'on lit lit, encore. et qu'on lit Parce encore. que, Et parce que oui, parce que bah, il est le sur boulot que AMD, je là. suis en train de faire en ce moment, là, c'est aujourd'hui, quand on aura fini cette interview, je vais me remettre à une traduction de Donald pour un nouveau titre qui va s'appeler Les Trésors de Donald. C'est qui est au crayon, tu sais, non? Alors, c'est des Cette histoire. Italiens, j'ai pas retenu le nom, mais j'ai plusieurs histoires à traduire pour ce numéro. Et celle sur laquelle que je suis en train de traduire en ce moment même, c'est une histoire où Donald rencontre ses alter-ego parce que au fil des ans, il a accumulé pas mal d'alter-ego. Il a deux alter-ego qui sont des espions. Un qui est l'espion QQ7 qui travaille pour la Picsou Intelligence Agency. Il y Normal. a un autre espion qui est Double Duck
qui travaille pour une agence tellement secrète qu'elle s'appelle juste l'agence, elle n'a pas d'autre nom. Et puis, il y a deux super-héros. Il y a Fantomiald, le diabolique vengeur. Et puis, il y a Power Duck, en italien Picappa, qui est la version vraiment super-héros de Fantomiald, mais qu'on n'a pas tellement vu en France parce qu'elle a été traduite seulement dans des super Picsou géants et de manière très incomplète. Et donc, voilà que tout à coup, ces quatre personnalités de Donald se détachent et commencent à s'engueuler, évidemment, parce que chaque agent secret trouve qu'il est plus compétent que l'autre, chaque super-héros trouve qu'il est plus compétent que l'autre, et ça donne évidemment du grand n'importe quoi, mais c'est très drôle. Il faut expliquer que donc, tu traduis de l'italien, donc tu parles donc italien, Oui. tu parles anglais, évidemment. Oui, Tu traduis, d'accord, tu parles de l'italien au français directement, non? oui, 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 oui. C'est-à-dire que là, on aborde en fait le plus ancien domaine, celui qui m'a amené à la bande dessinée, c'est-à-dire la BD Disney. C'est-à-dire que quand j'avais 3 ans, mon père, estimant, a estimé que j'étais assez grand pour avoir le journal de Mickey toutes les semaines. Et donc, toutes les semaines, il m'achetait le journal de Mickey et c'était ma mère qui me le lisait. Parce que, évidemment, l'école maternelle, c'est une grosse arnaque. On dit, vous allez apprendre à lire, à écrire, et puis en fait, ça prend un temps fou pour apprendre à lire, à écrire, quoi. Euh, donc, euh, donc j'ai commencé par la BD Disney, et puis, bon, à un moment donné, j'étais un peu grand pour la BD Disney, sauf que la bande dessinée Disney m'a rattrapé. Euh, un jour, dans les années 90, où j'étais allé faire un entretien avec à l'époque le responsable BD de Disney pour, je ne sais plus, je crois que ça devait être pour toute la BD 92, une tentative d'année de la BD bis. Enfin bref, je dis que ben, moi aussi, je suis traducteur et que j'ai 3 langues à ma disposition, le néerlandais, l'italien et l'anglais. Et ben, c'était pile poil les 3 langues utiles pour Disney. Et donc, ma première traduction, ça a été quelque chose du néerlandais. C'est quand même, alors, c'est pour ça que c'est excitant et à la fois compliqué d'évoquer ton parcours, ton trajet, ton œuvre. C'est pas que parce elle a vraiment, elle est protéiforme, vraiment. Tu es très traducteur, tu as quand même publié, t'as quand même traduit From Hell de Alan Moore, quoi, par exemple, hein, au hasard. Hein, tu as traduit du Daniel Ouais. Close. Enfin, excuse-moi parce que contrairement à toi, j'ai un accent franchouillard mais épouvantable. Donc, j'espère que tu comprendras quand je parle anglais de qui je parle, Non, non, mais parce Daniel que Close, ça va, on comprend, oui. ça va, bon, parce que c'est assez calamiteux chez moi. Tu es vraiment, tu as traduit des maîtres, et à côté de ça, tu as vraiment été en tant qu'auteur et en tant que spécialiste. Combien tu as fait d'ouvrages sur les super-héros, par exemple, de tête, ou Ah non, participé non alors en fait, tu as fait un bouquin sur Kirby. j'ai fait le premier tome d'une histoire du comic book et mes malheureux lecteurs attendent depuis 2002 que je fasse la suite. Mais le problème, c'est que j'ai fait plein d'autres choses et donc je les ai laissés en plan en 1955 et je ne sais pas quand je vais pouvoir faire autre chose. Mais par contre, effectivement, j'ai fait partie des gens qui ont lancé en 1983 la revue Scarce, Voilà, euh, où j'ai écrit pas mal d'articles. c'est Euh, mythique, Skers. Il faut expliquer à ceux qui ne connaissent pas, Skers, c'est extraordinairement mythique. À l'époque, réexplique un peu ce qu'était que Skers. en fait, Tout à fait à l'époque, c'était génial. ce qui s'est passé, c'est que on était plusieurs qui lisaient des comics, et puis il y en avait un qui s'appelait Frédéric Blaillot, qui avait participé au fanzine PLG, donc PLG BPUR, qui était, je crois, à l'époque déjà devenu PLG, mais ça, j'en suis pas sûr. Euh, et, euh, et il avait envie de faire quelque chose, de faire un fanzine sur les comics. Donc, on était plusieurs personnes qui avaient cette même envie. Donc, moi-même, Dominique Poncet, Yvan Marie et un gars qui signait sous le pseudonyme de Gordon Friskies.
Et donc, tous les cinq, on a mis en commun nos moyens financiers parce qu'on voulait que le journal que le fanzine soit imprimé dès le départ et qu'à l'époque, ben, ça coûtait bonbon, quoi. Et, euh, et on a lancé Scarce pour parler de BD américaine, pas juste de super-héros. Mais enfin, c'est vrai que déjà à l'époque, la BD, les comic books, c'était quand même essentiellement des super-héros. Mais cela dit, on a aussi parlé de Karl Barks, le plus grand dessinateur de canards du monde, et puis d'autres auteurs qui ne faisaient pas spécialement du super-héros. Et Scarce existe toujours. Hein, c'est poursuivi depuis quelques années par l'un des, en fait, par l'un des Xavier. Parce qu'en fait, pour être spécialiste des comics en France, il faut s'appeler soit Jean-Paul, soit Xavier. Donc, il y Oui, a je sais Jean-Paul. que c'est une secte très serrée, hein, c'est très sélect. Hein. Ah oui, 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 non, mais c'est ça ou rien. Hein. C'est-à-dire que du côté des Jean-Paul, il y a Jean-Paul Gabillet, qui est donc un Bordelais, qui est professeur à l'université et qui a fait une thèse d'histoire des médias sur les comics. Donc, il y a moi-même. Et puis, en matière de Xavier, il y a Xavier Lancel, l'incontournable Xavier Lancel de Comic Box, qui a écrit plusieurs livres sur sur les super-héros, les comics. Son plus récent bouquin, c'est Kirby Sphere, sur le travail de Jack Kirby et sur les différentes influences qu'il a pu avoir par la suite sur les comics Marvel et DC. Et puis, il y a donc Xavier Lancel, jusqu'à tout récemment lyonnais, maintenant douaisien. Je ne sais pas comment on appelle les habitants de Douai. Il comptait aller s'installer près de Lille depuis longtemps. Et donc maintenant, donc Xavier Lancel est celui qui continue et qui perpétue Scarce, qui est à l'heure actuelle le deuxième plus ancien fanzine français toujours publié. Le premier étant Hop de Louis Cans, qui est, euh, qui est un fanzine sur la bande dessinée générale. Et Louis Cans, lui, habite à Aurillac. Donc il n'y a, Ouais. pas, Mais il y a faut pas que la s'expliquer que moi, quand tartiflette à j'étais. Aurillac. Pardon? Oui, mais la tartiflette, c'est important quand même. Hein. Ah oui, Mais il oui, faut oui, non, c'est expliquer, c'est que super moi, important. on est d'accord. Ce qui est important aussi, c'est que moi, quand j'étais ado, mais ado avec David Fossard et même Olivier Husson, qui signe maintenant Oliver Hudson dans les comics, on était donc je sais pas, on avait des gros ados, on était mais en vénération devant Scarce parce qu'on c'était d'accord, c'est un fanzine, mais un fanzine qui était costaud parce que quand tu ouvrais une analyse de je ne sais pas quel dessinateur ou de super-héros, c'était costaud, c'est-à-dire qu'on prenait ça au sérieux. Nous qui étions à l'époque des amateurs de super-héros, mais à l'époque on était les seuls dans notre bahut à savoir qui était Tony Stark. Hein. À l'époque c'était pas devenu ce que c'est devenu après, mais on ne parle des années 80, 90 et plutôt 90 d'ailleurs si je regarde bien. Et à cette époque-là, on avait des mecs comme vous qui faisiez des dossiers qui faisaient 10, 15, 20 pages ou je ne sais pas, enfin de tête, sur des sujets aussi sérieux que les X-Men, sur un dessinateur, sur un type, je sais pas quoi, enfin, j'ai plus les idées en tête, mais on creusait. Alors souvent, ça pouvait être Swamp Thing aussi, l'histoire de Swamp Thing, ou je sais pas quoi, des choses comme ça, et c'était ou la Légion Super-Héros, c'était extraordinaire pour nous. Alors, on rêvait sur parce que vous étiez très encyclopédique, vous citiez des épisodes qu'on aura en France qu'on n'avait pas espoir de voir un jour. Vous disiez voir Doom Patrol numéro tant, et ah bon, ça existe, c'était excitant. On rêvait sur les couvertures, on n'avait pas forcément des bouquins à l'époque, puisqu'il n'y avait pas, presque pas, voire pas Internet. Donc, vous nous avez fait rêver, quoi, vraiment. Et le terme de fanzine me fait bizarre, parce que pour nous, c'était plus sérieux qu'un fanzine, quoi. C'était un cran au-dessus, au niveau de la qualité de ce qui était proposé. Mmh. Oui, Donc, voilà. euh, c'est pour ça peut-être qu'à un moment donné, on a été qualifié de revue d'études plutôt que de fanzine. Euh, Ah oui. et bon, cela dit, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, les fanzines, on voit ça à l'époque, dans les années 80-90, on voyait ça comme souvent un moyen pour de jeunes auteurs de devenir des professionnels de la BD. C'est-à-dire qu'ils publiaient leur boulot dans des fanzines et ils s'étaient repérés ou
se faisaient repérer par des éditeurs. Et c'est arrivé pour plein d'auteurs publiés, par exemple, dans PLG, des gens comme Dupuis et Berberian, par exemple, ou Emmanuel Moineau. Mais c'est arrivé aussi pour la génération suivante. Par exemple, dans Le Goinfre, un autre fanzine auquel j'ai participé, il y avait des gens comme Denis Bajram, par exemple. Sauf que Denis Bajram, il avait d'abord publié dans Skers. Et il avait fait deux histoires qui étaient en quelque sorte des hommages graphiques à des gens comme Miller, Gibbons, etc. Mais en fait, Skers, par exemple, a aussi servi de tremplin professionnel à des gens comme moi, comme Thierry Mornay, par exemple, qui est actuellement directeur de collection chez Delcourt, qui est la personne qui a amené Walking Dead en France, par exemple. Voilà, excusez du peu, et d'autres personnes. Alors là où j'ai trouvé ça un petit peu dommage, c'est quand j'ai rencontré Marco Lupoi, le responsable de Panini, la boîte italienne qui a repris les publications Marvel, d'abord sous le label Marvel France, puis sous le label Panini, tout simplement. Je me suis aperçu qu'en fait, cette professionnalisation des fans qui écrivaient dans des fanzines s'était faite beaucoup plus tôt en Italie, que les éditeurs italiens avaient très vite récupéré tout ce vivier de gens qui avaient des connaissances encyclopédiques, tant sur les comics, mais aussi très vite sur le manga également. Il y a un groupe italien qui s'appelle les Kappa. C'est tous des jeunes gens qui étaient passionnés d'animation japonaise et de manga et qui sont tous devenus professionnels, d'abord comme journalistes, puis comme éditeurs. Et que, en France, ça a été beaucoup plus mou du genou, je dirais, à ce niveau-là, parce qu'à l'époque, dans les années 90, les éditeurs, en fait, c'était un éditeur. C'était les éditions Lug qui étaient devenues Semic à l'orée des années 90. Et Semic il fonctionnait tranquillement à Lyon en recrutant le traducteur à la fac locale en mettant des petites annonces sur le tableau d'affichage. Ça donne une idée du haut niveau qu'on pouvait attendre des traducteurs. Et puis, c'est aussi pour ça que on a été pionnier quelque part. C'est parce que il y avait matière à être pionnier dans un pays où on lisait beaucoup de comics en version française dans les années 80. Des titres comme Strange ou Special Strange avec les X-Men étaient lus énormément, mais simplement ils n'étaient pas, comme ils étaient publiés dans de la presse et pas dans des albums, ils ne jouissaient de quasiment aucune considération de la part des éditeurs d'albums, à part, heureusement, le travail, là encore pionnier, de Ferchit Baroucha, qui publiait depuis les années 70 des grands du comic book américain, comme Wrightson, Neil Adams, etc. Mais en dehors de ça, les comics, c'était quasiment un gros mot dans les années 80. Et en fait, ça a mis en place un système, je dirais, qui a été mon système de fonctionnement et qui explique en fait tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je me disais, il n'y a personne qui écrit sur les comics, plutôt que d'attendre que les autres le fassent, je vais le faire. Il n'y a personne qui publie des bandes dessinées LGBT ou qui écrit sur la BD LGBT. Encore une fois, il va falloir que je mette la main à la pâte, quoi. Et donc je l'ai fait. Et puis voilà, ça a toujours été mon système de fonctionnement. Faire ce que je pensais qu'il fallait faire et que personne ne faisait. Est-ce que tu ne te dis pas des fois que finalement tu as été à la bonne époque au bon moment parce que
tu avais et la connaissance et les tripes pour le faire, mais finalement, tu as été à un moment charnier, à une période charnière où finalement, il y avait un truc à faire et tu l'as fait, quoi. Je veux dire, on était pionnier dans la BD LGBT, on était pionnier dans les super-héros en France, et finalement, tu as été la bonne personne au bon moment, the right man at the right place, puisqu'on est Bah, bilingue. Euh, ouais, je m'en rends compte un petit peu aujourd'hui, mais en fait, je m'en rends compte surtout par rapport au retour que j'ai. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui me dit qu'il a passé toute une partie de son enfance à lire des Picsou et des Donald, et que c'était souvent moi le traducteur, ou que, comme tu viens de le dire, que quelqu'un me dit qu'il lisait Scarce quand il était ado. Bon, ben là, oui, j'ai le retour. Maintenant, le problème, c'est que c'est l'histoire, c'est toujours la même histoire, hein. Le pionnier, c'est le gars que vous trouvez devant vous avec une flèche plantée dans le dos, quoi. C'est-à-dire qu'il a fait le boulot, mais malheureusement, je dirais il y est resté, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ceux qui ont vraiment pu en profiter financièrement, c'est ceux qui sont arrivés après. C'est-à-dire que le boulot qu'on a fait avec Scarce, ça a toujours été bénévole, et ça l'est toujours d'ailleurs. À une époque, il y a eu quand même, dans les années 2000, un moment où il existait une revue professionnelle qui s'appelait Comic Box, très bonne revue d'ailleurs, C'était super, d'ailleurs. qui C'était très parlait sympa. de comics. Mais bon, moi, d'une part, on m'a jamais demandé d'y participer, mais d'autre part aussi, à cette époque-là, j'avais déjà développé d'autres centres d'intérêt, donc de toute façon, même si on avait demandé, j'aurais pas eu le temps. Donc voilà, le problème est vite réglé. Mais voilà, c'est-à-dire que oui, je suis arrivé tôt, mais justement, je me dis qu'aujourd'hui, ah, dis donc, si j'avais l'énergie de quelqu'un de 25 ans, par exemple, en bande dessinée, je pourrais faire plein de choses. Euh, et malheureusement, j'ai l'énergie de quelqu'un de 60 ans, bientôt 61, quoi. Donc, un peu Oui, moins, mais quoi. tu ne serais pas pionnier. Tu ne serais pas pionnier. Quelque part, tu resteras Oui, support voilà. historique. T'as un type qui, je veux dire, on peut pas parler de la bande dessinée gay, lesbienne, LGBT, je sais pas comment il faut dire, l'histoire de sans te citer, c'est pas possible. Comme on Oui, pourra pas parler de la bande des super-héros en France sans t'évoquer, au minimum. Je veux dire, tu es de. Alors que si ce serait maintenant, tu pourrais faire un travail extraordinaire, mais tu serais plus entre guillemets pas noyé dans la masse, parce que c'est pas non plus une masse, mais tu serais là, tu es vraiment précurseur, quoi. Tu es à un endroit. et, Enfin, pour moi, tu es, un personnage un peu mythique sur ce plan-là, quoi. Même et si en fait, tu. tu as encore oublié un autre domaine. Bah, Euh, attends, parce que je sais que tu es aussi bon en manga, hein. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Et je sais que euh, le japonais est quelque chose que tu as travaillé. oui. Alors en fait, c'est drôle parce que la semaine dernière, donc j'ai participé à un live sur Twitch TV qui sera bientôt mis sur YouTube. Euh, et, et en fait, ça fait partie d'une série de 3 lives sur l'histoire de la bande dessinée. Alors le premier sur l'histoire de la bande dessinée franco-belge avait été fait par mon ami Jean-Philippe Martin qui travaille à la Cité de la BD. Celui sur les comics avait été fait par l'autre Jean-Paul, Jean-Paul Gabillet, dont j'ai déjà parlé. Et moi, on m'a demandé de parler de l'histoire des mangas. Et, euh, et du coup, oui, c'est aussi un de mes intérêts, parce qu'en fait, moi, je m'intéresse à toutes les bandes dessinées. Hein, donc, et si j'ai appris des langues vivantes euh, à l'époque du lycée, c'était d'une part parce que je m'intéressais aux langues, mais aussi parce que je voulais lire des bandes dessinées dans les langues en question. Donc évidemment, la première, ça a été l'anglais. D'une part parce que bon, il y avait une histoire familiale par rapport à la langue anglaise, mais aussi parce que bah, je commençais, à 10 ans, j'avais découvert les super-héros dans Strange. Je voyais bien que c'était de la BD américaine. Donc, qui dit BD américaine dit langue anglaise. Donc, pour pouvoir les lire en version originale,
eh ben, fallait faire de l'anglais et très vite, j'ai pu dégoter. J'ai la chance d'être parisien. J'ai pu dégoter une librairie qui faisait de l'import, la librairie Brentanos, avenue de l'Opéra. Et à un moment donné, on m'y voyait quasiment toutes les semaines, quoi. Et puis après, j'ai fait de l'allemand. Alors là, l'allemand, ça a été la grosse déception parce que la BD allemande, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Euh, mais par contre, ça m'a été très utile quand Ralph König, le grand dessinateur de BD LGBT allemand, a commencé sa carrière parce que à ce moment-là, ça m'a remis à la langue allemande. Mais Je veux bon, dire. quand même, au bout d'un moment, j'ai fini par laisser tomber l'allemand et j'ai fait un peu d'italien parce que j'étais en fac de langue et qu'il fallait prendre des UV complémentaires. Donc j'ai fait de l'italien. Évidemment, au bout de allez, on va être super généreux. Au bout de 3 semaines de cours d'italien, j'ai commencé à m'acheter Topolino, le journal de Mickey italien, pour pouvoir pratiquer. Bon, il faut Oui. dire que l'italien, c'est tellement proche du français que c'en est presque risible, quoi. Il y a des moments où on se dit, mais il y avait vraiment besoin de faire deux langues séparées parce que franchement, Oui, on c'est aurait pas dû simple, garder la quoi. nôtre à nous, quoi, c'est évident. Et puis, euh, et puis à un moment, je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de BD allemande, pas vraiment, mais par contre, il y a plein de BD aux Pays-Bas et en Flandre, et donc j'ai fait du néerlandais. Euh, et puis, pendant très longtemps, j'avais cette envie d'apprendre le japonais pour lire des Alors, mangas, le évidemment. japonais, c'est quand même compliqué, on est d'accord. C'est une langue plutôt compliquée, le japonais, non? Oui et non. Ce qui est compliqué, c'est la lecture. C'est justement là qu'il y a problème. Donc, Ah en oui, forcément. fait, dans les années 90, j'avais participé très régulièrement à une émission de radio sur la bande dessinée, euh, sur Radio Aligre. Et bon, au bout d'une dizaine d'années, je commençais à être un peu fatigué de devoir passer tous mes samedis à aller à la radio et puis à lire des fois des bandes dessinées qui ne me passionnaient pas spécialement. Euh, donc j'ai laissé tomber, mais j'en garde un très bon souvenir, hein, on s'est bien amusé. Euh, et puis à ce moment-là, je dis, ah tiens, si je m'inscrivais à des cours du soir de japonais. Donc j'ai fait ça. Normal. Et puis au bout de 3 ans de cours du soir, comme il n'y avait plus moyen de progresser, bah, je me suis inscrit en fac. Euh, donc j'ai fait, à l'époque il y avait encore le DUG, donc j'ai fait le DUG de japonais, la licence, le Et à quel âge à master. peu près? Pardon? T'as quel âge à peu près quand tu fais ça? Ben, j'ai fait ça, j'avais entre 40 et 45, 46 ans, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce Euh, que j'ai en tête. et donc, je suis allé jusqu'au master. J'ai pas fait de doctorat parce que franchement, j'avais pas vraiment le niveau de langue pour ça. Euh, et aujourd'hui, je me dis que faire un doctorat, faut vraiment en avoir envie, quoi. Je pense pas avoir l'état d'esprit pour ce genre de choses. Euh, donc j'ai un master de japonais, mais malheureusement, comme pour l'italien et le néerlandais, je parle très peu, j'ai pas d'occasion, et en fait je lis, euh, je lis très peu en japonais, et comme toujours, comme il faut un dictionnaire, etc. Bon, on va dire que j'ai atteint mon but, mais j'aimerais bien un jour avoir un peu plus de temps pour me remettre sérieusement au japonais, quoi. Enfin bon, c'est une corde de plus, c'est un arc déjà bien chargé, déjà bien bandé, si je veux dire. Tu es quand même donc aussi un spécialiste des mangas. Enfin, je veux dire, les mangas, c'est quand même quelque chose que tu au-delà de ton approche, enfin, les mangas, tu aimes bien en tout cas. Tu es Bah, c'est-à-dire peut-être que moins calé que les comics. finalement, je dirais que la bande dessinée, c'est un domaine tellement large que qu'on peut être spécialiste, disons, par exemple, pour ce qui est des comics, moi, je dois t'avouer que même si je suis encore l'actualité via des sites, etc., j'achète peu de comics. Alors, des Marvel, DC, j'en achète quasiment jamais. J'achète de temps en temps un petit indépendant par-ci par-là.
des romans graphiques, des choses comme ça. Mais enfin, clairement, pour ce qui est des 20-30 dernières années, j'ai des lacunes, il y a des choses que j'ai jamais lues, et franchement, d'ailleurs, ça ne me manque pas. Je dirais que pour le manga, c'est pareil. En fait, les périodes que j'aimerais pouvoir lire sont souvent des périodes qui sont difficiles d'accès. Par exemple, euh, moi, j'aimerais bien pouvoir lire des mangas des années 50, euh, des années 60, des choses comme ça. Ce qui paraît aujourd'hui, il y a plein de choses intéressantes, mais en fait, euh, moi, j'aime bien ces périodes où finalement il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de découvertes qui sont à faire, quoi. Euh, oui, je pense que j'en connais un peu plus sur le manga que certains, que disons pas mal de monde, mais d'un autre côté, j'ai aussi des grosses lacunes. J'ai jamais lu un One Piece ou un Naruto de ma vie. Euh, et là encore, ça me manque pas tellement, quoi. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'autres choses. Et alors, c'est là que justement, ça peut être intéressant d'avoir certaines langues européennes, parce que, par exemple, les Italiens ont eux aussi publient beaucoup de mangas, mais ils y sont venus plus tôt que les Français. Et donc, ils sont devenus amateurs de certains auteurs qui, en France, ne sont pas publiés. Je pense, par exemple, à Go Nagai, le créateur de Goldorak. En France, on ne connaît que Goldorak. Mais les Italiens, eux, ils s'intéressent à tout ce qu'a fait Go Nagai. Et donc, ils ont entrepris de tout publier. Et là, il n'y a pas très longtemps, il y a une autrice japonaise qui s'appelle Keiko Takemiya, qui a été pionnière dans la représentation homosexuelle dans les bandes dessinées, à travers sa série Kazetoki no Uta, le poème du vent et des arbres. Bon, bah, ça, c'est paru en 10 volumes en italien. J'ai acheté en italien, quoi. Je veux dire, c'est clair que pour avoir le niveau de japonais pour le lire, il faudrait que je m'y mette sérieusement à lire pendant à peu près 5 ans qui viennent. J'ai pas le temps, donc allez hop, j'achète ça en italien. Alors, le temps, je me demande comment ça marche avec Jean-Paul Genquin, parce qu'en fait, effectivement, tu as plusieurs vies qui se superposent. Comment l'auteur, le traducteur, aussi le patron de revue, parce que on y viendra après, mais tu as lancé une revue il y a déjà un moment, la revue LGBT, après avoir, tu as d'abord créé la Bulle Game, enfin on va y revenir après, on va rester sur les super-héros, on va essayer de se centrer un peu là-dessus, les super-héros et les comics, mais comment tu fais pour avoir tu fais quoi? Il y a des périodes, et pendant certaines périodes, tu es branché sur un domaine plutôt que sur un autre, ou est-ce que tout ça se mélange? Est-ce que c'est organisé ou pas du tout? C'est un gros foutoir? Comment ça marche, Jean-Paul Genquin? Un petit peu. Je pense que l'option gros foutoir est plus proche de la réalité, quoi. Bon, alors cela dit, Je m'en doutais un c'est peu. vrai c'est vrai qu'il y a des moments où j'arrive à me concentrer sur un truc. Par exemple, dans les années 90, j'ai réussi de 94 à 97 à me discipliner suffisamment pour pouvoir faire un roman graphique qui s'appelle Les Folles Nuits de Jonathan, que je publiais dans Bulguet. Et donc, je publiais un Bulguet tous les 3 mois avec un chapitre de cette histoire. Euh, pour ça, il fallait que tous les soirs, bon, grosso modo, j'arrive à dessiner pendant 2 heures à peu près. Ça, je pouvais le faire à l'époque. Par la suite, c'est devenu plus difficile. D'un autre côté, je me suis retrouvé aussi mêlé à une autre association qui éditait de la BD, euh, l'association de la comédie illustrée, pour laquelle j'ai fait des traductions. Enfin bon, donc j'ai eu moins de temps pour dessiner.
Et puis, au début des années 2000, là, je me suis concentré sur l'étude du japonais que je faisais donc en plus de mon boulot de traducteur. Donc, ça veut dire qu'il ne me restait pas beaucoup de temps, là C'est ça, encore, oui. pour faire de la BD. Quand je suis arrivé un peu vers la fin des études de japonais, j'ai eu de nouveau un peu plus de temps. Et c'est le moment où j'ai commencé à faire le mini de la semaine, qui était un mini comic de 8 pages, c'est-à-dire je prenais une feuille de papier, je dessinais donc les 8 pages, j'allais copier ça à 30 exemplaires, je pliais, j'agrafais, etc. J'en sortais un par semaine. J'ai fait ça pendant 2 ans. Euh, et puis à un moment donné, j'ai Tu m'en as arrêté. offert beaucoup, je les adore d'ailleurs, je les adore. Mais pendant cette époque-là, j'ai commencé à collaborer avec le Goinfre, non pas avec le Goinfre, oui, attends, non, Avec moi, enfin, avec Comics Club que, que le Facochère, voilà, les éditions Groinge, je confonds toujours, voilà. avait lancé donc une revue d'études sur la bande dessinée. J'ai commencé à écrire dedans et puis au bout d'un moment, j'en suis devenu le rédacteur en chef. Mais en même temps, euh, il y avait aussi, j'ai commencé à me réintéresser à l'actualité de la BD LGBT dont je m'étais un peu éloigné, etc. Patati, patata, ceci, cela. Et en fait, c'est le fait d'avoir lancé la revue LGBT BD en, en 2015 qui a fait qu'à un moment donné, il a fallu que je me remette quand même un peu plus sérieusement à produire de la BD parce que si le rédac chef publiait une revue et puis qu'il n'y avait pas ses BD dedans, ça paraissait un peu zone, quoi. Donc en fait, il y a des moments où je me dis, bon, ça, je m'en occupe moins ou ça m'intéresse moins. Puis bon, il y a aussi des choses qui par rapport à la vie privée. C'est-à-dire que, bon, il y a eu un moment dans les années, disons, à la fin des années 90, mon compagnon de l'époque a été diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer et il est devenu de plus en plus dépendant. Et, Ouais. euh, et ça a duré plus d'une dizaine d'années. Et il a fini par décéder en 2013. Et alors, évidemment, c'est triste, mais en même temps, ça a voulu dire aussi que moi, j'avais plus à m'occuper quelqu'un, certes avec des aides médicaux, des gardes malades, etc., enfin plein de monde, mais en même temps, bon, ça libère du temps et ça oblige quelque part à se dire, bon, maintenant je fais quoi de ce temps que j'ai en plus euh, et, euh, et bon, une des choses que j'ai faites, c'est bon, de me dire, bon, allez, il y a des BD à dessiner, elles vont pas se dessiner toutes seules. Ce qui fait que maintenant, j'essaye quand même quand j'ai beaucoup de boulot de traduction, de toujours, au moins une fois par jour, de dessiner, d'avancer sur les BD. J'ai adoré, j'avais vu chez toi ton petit coin de dessin, il est génial. En plus, derrière toi, c'est une sorte de petit labyrinthe de livres, un petit peu. Enfin, tu t'es organisé ça, tu as un petit coin. Et j'aime bien ton petit côté moine copiste parce que c'est un petit espace de travail qui est rikiki. Hein. Tu dessines sur, tu fais pas partie de ces dessinateurs qui ont des grandes planches pour poser leurs pages gigantesques. Non, tu as un petit espace avec, tu travailles un peu à la plume au feutre. Enfin, ça a beaucoup de charme. J'adore quand je te regarde ton petit coin, de envie de dessiner. J'adorais ça. Et par contre, chez toi, c'est un traquenard qu'on rentre, on ressort pas, quoi, parce que il y a aussi des livres, même dans l'entrée. Hein. Et tu as toujours un livre à montrer, tu as toujours une rareté à faire partager, à faire découvrir.
Et c'est un délicieux traquenard, quoi. Mais on a beaucoup de mal. Je me rappelle, la dernière fois que j'étais venu, enfin la seule fois d'ailleurs, j'ai eu du mal à ressortir parce que il y avait plein de livres sympas, tu m'en ressortais un nouveau, puis encore un nouveau, et puis là, il y a une flamme dans ton regard, on ne t'arrête plus, quoi. T'es à fond, t'es Oui, un lecteur, t'es un oui, passionné. non, c'est drôle parce qu'en fait, moi je suis fils unique. Hein. Euh, donc en fait, les bandes dessinées, mes livres, ça a toujours été mes bandes dessinées, mes livres. Mais en même temps, déjà à l'école, j'aimais bien en prêter à d'autres, dire regardez, tiens, ce truc-là, c'est chouette et tout, etc. Et c'est comme ça aussi, d'ailleurs, que je suis devenu copain avec deux personnes qui étaient dans mon lycée. Hein, l'un qui s'appelle Hervé Graison, qui est devenu maquettiste, qui a travaillé et qui travaille toujours aux éditions de Tournon, Sémic, etc. Et qui, à un moment donné, a été le maquettiste de Skers. Et puis l'autre, Dominique Poncet, donc futur pilier de PLG, et qui a cofondé Skers, etc. Et qui, encore aujourd'hui, a plein d'activités autour de la bande dessinée. Et en fait, ce qui était bien, c'est ce que tu as connu avec David et avec Olivier, je pense, c'est le fait de partager ses enthousiasmes. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, je donne un cours de lecture et analyse de bande dessinée à des étudiants de première année de l'Académie Brassard-Delcourt, donc une école de bande dessinée qui se trouve être à 15 minutes à pied de chez moi, mais en fait, elle pourrait aussi bien être à 15 000 km, puisque de toute façon, depuis 3 mois, voire un peu plus, on fait les cours uniquement en distanciel. Et, et des fois, je les entends pendant l'interclasse ou avant ou après les cours dire ah ouais non mais telle bande dessinée ouais non par exemple Hunter x Hunter non au début ouais c'est pas mal mais après non, c'est la bonne période c'est temps etc. C'est ça qui est formidable aussi quand on s'intéresse, que ce soit à la BD, au cinéma, à la littérature, ou ceci ou cela, c'est déjà de partager ses enthousiasmes, et aussi quelque part de se questionner sur ses enthousiasmes. Finalement, quand on doit dire, oui, pourquoi est-ce que c'est bien, ou pourquoi est-ce que je trouve ça bien, il y a deux niveaux d'appréciation finalement. Il y a le niveau, je dirais, ras du front, c'est le j'aime, j'aime pas. Hein, alors, personnellement, ce type de critique ou de prétention à la critique BD, genre c'est nul, c'est génial, je trouvais ça me sortait déjà par les yeux à l'époque de Métal Hurlant. Euh, et c'est pour ça que j'ai toujours eu un assez profond mépris pour des gens comme Philippe Manœuvre, par exemple. Et Ça, c'est dit. voilà, voilà. Mais inversement, quelqu'un qui est capable d'articuler, de me donner des arguments pour la valeur de quelque chose, la valeur artistique, esthétique ou autre d'ailleurs, d'une création littéraire, bande dessinée, cinéma, etc. Moi, je suis toujours absolument passionné. D'ailleurs, c'est drôle parce que euh, je vois très peu de films, je ne vais pas au cinéma, je n'ai tout simplement pas le temps, mais en même temps, je peux lire des critiques de films, des résumés de films, des choses comme ça. Et alors pour la bande dessinée, c'est clair que ce que j'aime encore plus que les bandes dessinées, c'est les livres sur la bande dessinée. Il faut dire que tu en as écrit quand même quelques-uns, enfin, de rien, ça finit par faire. Alors, je reviens un instant sur le traducteur. Parce que tu disais, quand tu as fait From Hell, par exemple, tu avais deux, trois sodomiseurs de dictères qui te disaient ah ouais, mais peut-être pas comme ça, qu'il aurait fallu traduire. Enfin, t'en as peut-être un ou deux qui ont dû pinailler en disant ah machin et tout. Et tu, en fait, expliquais à l'époque que toi,
la façon de traduire Fromel, c'est la façon de Jean-Paul Genquin, effectivement. Et que n'importe quel autre qui l'aurait fait, ça serait pas la même chose. Et que tu mets une empreinte. Alors ça paraît une évidence. En même temps, un lecteur lambda peut ne pas comprendre que traduire Fromel, c'est pas juste anglais-français, et qu'on y met quelque chose. Mhm. Et Oui, que bah, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que tu as fait les Simpsons, mais pas longtemps, parce que les Simpsons, tu n'as pas pu faire ce que tu voulais. C'était très, très corseté. Et du coup, créativement, ça ne t'a pas intéressé. oui, alors le cas des Simpsons, c'était un peu particulier parce que là, pour le coup, je traduisais pas. J'étais rédacteur en chef du magazine et, Ouais. et malheureusement, à ce moment-là, l'éditeur, qui était un éditeur allemand implanté en France, a pas pu faire en France ce qu'il avait fait en Allemagne, c'est-à-dire laisser un peu de créativité aux lecteurs, disons, mettre des choses qui n'étaient pas dans le comic book américain d'origine. Et donc, je me suis très vite rendu compte que ça n'avait pas grand intérêt pour moi d'être simplement un coordinateur entre un éditeur, des traducteurs, Passer les plats, quoi. le relettrage, etc. Bon, sans intérêt. Donc j'ai très vite laissé tomber. Alors inversement, au niveau de la traduction, alors là c'est très particulier. Une fois j'ai eu une critique que j'ai. Alors c'est drôle la manière dont je l'ai apprise. Au tout début des années 2000, j'ai traduit quelques Hellboy. Et quelques années après, je suis Ceux de contacté. Mignola, Pardon? ceux de Mike Mignola. Oui, oui, absolument. Les Hellboy Voilà, de les celui-là, deux oui. ou trois premiers, je ne sais plus exactement. Et, euh, et quelques années après, je suis contacté par un monsieur qui travaillait aux éditions Erol et qui souhaitait me faire traduire un livre sur comment faire de la bande dessinée. Et comment avait-il connu mon existence? Par Internet et par les forums de discussion. Et à l'époque, pour moi, Internet, c'était encore très récent, ça faisait 4-5 ans que j'y étais. Je m'en servais essentiellement pour les mails et pour aller regarder un peu à droite à gauche sur des sites. Et donc, j'apprends que sur un forum de discussion spécialisé bande dessinée, au moment où quelqu'un avait annoncé que Fromel allait être traduit en français et que ça allait être par Jean-Paul Genquin, quelqu'un d'autre avait dit «Oh non, pas Jean-Paul Genquin, quelle horreur!» Et la personne qui avait posté avait dit «Bah pourquoi?» Et il dit «Oh, il est pas, il prend des libertés avec le texte.» Et alors là, c'est là qu'on voit que les gens qui ne sont pas traducteurs et qui se targuent de pouvoir lire les comics dans la langue d'origine sont parfois quand même, je dirais, un peu des oiseaux. Parce que Hellboy, c'est une langue très très simple. Il n'y a pas de liberté à prendre avec le texte parce que on traduit ce qu'il y a et c'est amplement suffisant. C'est pas une langue compliquée, c'est pas une langue, c'est vraiment du dialogue très C'est basique. factuel, quoi. Voilà. Et donc, j'ai relu ma traduction encore tout récemment parce que j'ai fait étudier du Hellboy à mes élèves. Ah non, désolé. Clairement, ce que le critique avait dit, c'est que grosso modo, lui, il ne maîtrisait pas bien l'anglais, quoi. Euh, alors après, c'est sûr que deux traducteurs ne vont pas traduire la même bande dessinée de la même façon, ni même le même texte littéraire, ni quoi que ce soit, hein. Mais Surtout qu'il qu'Alan y a. Moore, c'est très littéraire, quoi. Alan Moore, c'est plus écrit, c'est plus littéraire. Voilà, c'est plus proche de la langue écrite, mais justement, c'est plutôt un avantage parce que ça veut dire que, en fait, ce qui est très difficile à rendre vraiment, c'est la langue parlée. La langue écrite, bah, dans deux langues qui sont quand même assez proches, comme l'anglais et le français, c'est pas extrêmement compliqué, quoi. Disons, la forme des phrases, la syntaxe. Est quand même assez proche, quoi. Euh, et donc,
Là, en fait, pour le Centre national des lettres, du livre, pardon, je suis amené à à écrire des comptes rendus pour des demandes d'aide à la publication ou des demandes d'aide à la traduction. Et donc là, pour le coup, je suis en position de juger la traduction. Et en fait, sur quoi je juge la traduction? Je ne juge pas sur les options qui ont été prises pour traduire telle ou telle chose. Je juge sur le fait qu'il y ait ou non des contresens, des faux sens, des choses qui ont été mal interprétées ou ceci ou cela. C'est strictement tout ce qui m'intéresse. Après que le traducteur ou la traductrice ait choisi de traduire ça d'une certaine manière ou d'une autre, mais qui sont tout à fait défendables toutes les deux, après, ça ne me regarde pas. Je veux dire, ça, c'est le boulot du traducteur, justement, de faire des choix. Mais par contre, là où il y a faute, c'est quand on n'a pas compris ce qui était dit, qu'on l'a mal interprété, ou quand des fois on le prend même à l'opposé de ce que ça veut dire, ou des choses comme ça. Ça s'appelle des contresens, des faux sens. Et ça, au niveau professionnel, c'est pas admissible, quoi. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il m'est arrivé un truc assez un peu énervant, là, il y a quelques années. J'avais traduit pour les éditions Ego Comics American Elf de James Kochalka. Et alors au début, ça devait être traduit uniquement petit volume par petit volume, et puis à un moment donné, ils ont décidé de faire le gros volume, le gros recueil qui reprenait les 5 premières années. Donc j'ai fait ça à marche forcée. Et puis, quand c'est paru, j'apprends que les personnes qui avaient entre-temps repris la responsabilité de disons, pas de toute la maison d'édition, mais de la partie édition, disons, avaient retravaillé ma traduction. Alors, effectivement, ils y avaient trouvé une erreur de traduction et ils avaient dû en introduire une petite centaine parce que ces deux oiseaux n'étaient absolument pas des traducteurs, ne connaissaient pas la langue anglaise, ils avaient foutu des contresens, des faux sens, des mauvaises formulations, etc. Donc, pour moi, American Elf, quasiment, c'est pratiquement… je peux pas dire j'ai traduit American Elf de James Kochalka. Ma traduction a été massacrée par de Bougnafier, quoi. Bon, alors, qui avait effectivement trouvé une erreur de trad. Bon, mais ça, c'est d'autant plus énervant que on m'a dit ah, mais tu comprends, on n'avait pas le temps de faire les corrections autrement parce qu'on avait plus de 3 semaines ou quelque chose comme ça, genre comme si on ne pouvait pas me contacter. Je veux dire, avec des gens comme par exemple Laurent Lerner de Delirium, on a passé beaucoup de temps quand j'ai traduit La Grande Guerre de Charlie's War. Chaque fois que je livrais une traduction, on passait des heures au téléphone à discuter de tout un tas de points de traduction et pour arriver à quelque chose qui convienne aux deux, mais qui soit en même temps une bonne traduction. Hein, la question, ce n'était pas de savoir qui avait tort ou qui avait raison. Il y avait face à face deux personnes, moi qui s'était immergé dans le texte anglais et donc qui parfois avait peut-être tendance à laisser passer des anglicismes, des choses comme ça, et de l'autre, quelqu'un qui était dans la lecture du texte français et qui voulait que ça passe, que ça soit lisible en français. Donc, et on est arrivé à de très bons résultats, mais ça nous a pris du temps. Mais ça, c'est un boulot qu'il faut faire quand on fait sérieusement de la trad. Est-ce que, un traducteur qui est aussi un créateur, si je ne me trompe pas, Edgar Allan Poe, c'est Apollinaire qui l'a traduit, non? C'est ça de mémoire Baudelaire. Baudelaire, pardon. C'est Baudelaire qui a traduit Edgar Poe.
est-ce que le fait que ce soit un créateur rend ça plus pertinent et toi, le fait d'être aussi un créateur fait que, que ta traduction finalement a peut-être une petite plus-value? Je sais pas. J'ai pas vraiment l'impression. Tu ne penses Euh, pas? non, enfin, il y a deux traducteurs qui ont traduit pour l'un beaucoup de bandes dessinées. En fait, il y a plusieurs personnes que je connais qui font de la traduction. Euh, hmm, Par exemple, Alex Nikolavitch, qui est traducteur et qui en même temps écrit des romans et des scénarios de BD, etc. J'ai lu très peu de ses traductions, donc je ne peux pas juger, mais enfin, je connais Alex, je pense que ça doit être bien et que pour le coup, là, il ne se substitue pas au traducteur. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, c'est Patrick Marcel, parce que Patrick, qui, soit dit en passant, n'est pas que traducteur, qui est aussi dessinateur, qui est aussi capable d'écrire des romans, des nouvelles, des choses comme ça. Et d'ailleurs, on aimerait bien qu'il en produise un petit peu plus de bandes dessinées, mais enfin bon, ça c'est un message personnel, Patrick. Hein. Euh, euh, et, euh, et Patrick a une culture absolument hallucinante. Alors lui, il s'y connaît de façon extraordinaire en film, en opéra, en musique, en roman, pas seulement de genre, mais aussi classique, enfin, etc., etc. Et donc, comme il lit beaucoup plus en français que moi, par exemple, je suis sûr que ces traductions sont beaucoup plus, sont dans un bien meilleur français déjà pour commencer que les miennes. Moi, finalement, je lis peu en français. Euh, et, euh, et donc, je sens toujours, je me dis, ouais, bon, ça pourrait être mieux tout ça, mais enfin bon, d'un autre côté, hein, et pas toujours le temps. Et puis, ça c'est aussi une contrainte à laquelle il faut penser. Hein, c'est que quand on traduit, ben, il faut aligner suffisamment de pages pour que ça fasse un revenu. Parce que sans ça, ça reste une activité à temps partiel. Mais pour que ça soit une activité à temps plein, voilà. Euh, Par contre, ce qu'il y a dans le fait d'être créateur et et de traduire le travail d'autres créateurs, c'est qu'il faut résister très fort au fait de se dire purée, qu'est-ce que c'est bien, j'y arriverai jamais à faire des trucs aussi bien que ça, quoi. Ah oui. Mais bon, d'un autre côté, heureusement, j'ai aussi des bandes dessinées Disney. Des fois, elles sont pas toujours géniales. Et là, des fois, je me dis, purée, qu'est-ce que c'est mauvais! Oh là là! Mais ça peut être intéressant aussi, parce que quand on est face à un mauvais scénario, on peut se dire, pourquoi est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce qui aurait pu être fait pour que ça soit mieux? On est très très proche du texte, beaucoup plus proche que quand on lit. Hein, quand on traduit, on est vraiment au plus près du texte, mais aussi au plus près du découpage, au plus près des images, parce qu'il faut voir aussi des fois ce qu'il y a dans l'image et qui peut-être n'est pas nécessaire de laisser dans le texte. Euh, donc, euh, donc c'est aussi une leçon de traduction et enfin une leçon d'écriture que de traduire une bande dessinée. Alors, bon, chaque sujet mériterait à lui tout seul une grosseur parce que si on Attends, appuie sur le bouton, on peut s'arrêter juste 2 minutes parce que je voudrais bien sûr. fermer une porte parce qu'il y a un bruit qui me distrait. Oui, oui, je vais pas l'entendre aussi, ton fameux bruit. Là, vous êtes en direct, donc dans ces cas-là, je peux chanter une chanson, mais il faut payer. Mais je peux chanter une chanson pendant que l'invité ferme sa porte.
Enfin, vous comprenez, Jean-Paul Jenkin, on pourrait parler que des super-héros pendant 1 heure. On pourrait parler que de la bande dessinée LGBT pendant 1 heure. On pourrait parler de tous ces sujets. C'est un peu de science. Il est bavard, mais il est bavard pas dans le vide. Quand il parle, Jean-Paul, c'est toujours des anecdotes, c'est argumenté, c'est des choses vécues. Bon, en plus, il a passé beaucoup de temps un peu à l'étranger. Il a des anecdotes assez croustillantes. Souvent, c'est avec les auteurs. Et c'est vraiment un personnage. Chaque fois que je le rencontre, je passe des heures à l'écouter et j'arrive, moi, à me taire. C'est vous dire si il est intéressant. Donc, c'est pour ça que, bon, quelque part, après, faire un podcast qui durerait des heures ou en plein d'épisodes, ça n'aurait peut-être pas forcément un sens. Parce que on ne sait pas si. Ce qui est intéressant aussi, c'est de vous donner envie de vous intéresser un peu à ce que lui, il fait, en gros, dans les grandes directions. Pour ceux qui ne connaissent pas, puis ceux qui connaissent, c'est le plaisir de retrouver Jean-Paul, parce que Jean-Paul, on le croise et en fait, c'est des univers qui se croisent pas toujours. Ce qui est dans super-héros, Voilà. mais pas forcément ce qui se croise. Voilà, tu vois, je vais en train de parler un coup de toi en attendant, mais en train de dire que. Alors, justement, Jean-Paul, là, je voulais maintenant évoquer la dernière partie, enfin, la dernière partie, telle que moi j'ai conçu ça dans ma tête. Hein, c'est la partie, évidemment, bande dessinée gay LGBT. Parce que moi, la première fois que je t'ai vraiment vu, c'était à Angoulême. Et j'avais pas fait bizarrement le lien entre Jean-Paul Jenkin Skers et Jean-Paul Jenkin LGBT en fait finalement. Et à Angoulême, chaque fois je le dis, mais c'est vrai qu'on va à Angoulême, on voit ce stand que vous avez qui dégage une énergie, qui est une espèce de, je sais pas, il y a un truc qui se dégage du stand LGBT, je trouve qui moi me donnait envie parce que je disais, moi je suis pas du tout, c'est pas mon centre d'intérêt personnel, mais j'adore les auteurs qu'on y croise. Vraiment, je trouve qu'il y a une putain d'énergie, j'ai pas d'autre terme, excuse-moi. C'est là que j'ai d'ailleurs aperçu quelqu'un qui est devenu très important dans ma vie, qui est Swazix Jaff. J'ai adoré son style et puis j'aime bien le personnage haut en couleur qu'elle est. Mais et puis il y avait Michael Bosquet, il y en avait plein. Enfin, je ne veux pas te citer, mais et ils avaient une énergie folle. Et cet petit monde, c'est un petit peu toi qui chapeautais tout ça, hein, je dirais. Et la première fois qu'on t'a rencontré avec David Fossard, si je me trompe pas, c'était vous faisiez une soirée sur Angoulême par rapport à la revue LGBT. Je me trompe Oui. pas. Hmm. Et Oui, d'ailleurs, j'avais voulu t'appeler, je t'avais appelé Jean-Pierre. D'ailleurs, ce c'est un grand qui est classique du genre. oui, et j'avais fait même plus fort, je crois que j'avais même parlé du petit Lulu, alors que je pensais aux Folles Nuits de Jonathan comme étant ton livre que j'adore. Et dans ma tête, j'ai dit le petit Lulu, ce qui était vraiment, j'avais tout faux. J'avais vraiment tout Oui, faux. enfin, cela dit, tu as des excuses. Hein. Le petit Lulu de Hugues Barthes, c'est très bien. Hein. Non, mais, En mais justement, c'est deux BD que j'ai adoré, mais c'est pas les mêmes. Et dans ma tête, c'était un peu quelque part un peu une maladresse incroyable de confondre deux BD. C'est vrai que ça raconte finalement la vie de deux jeunes homosexuels en BD de façon un peu. À l'époque, c'était assez, c'était pas si fréquent qu'en France, hein, je trouve. Et moi, j'avais adoré les Folies de Jonathan que tu viens de ressortir. Hein, il y a quoi? Il y a quelques mois, il y a 1 an ou 2 maintenant, 1 an peut-être à force. il y a un peu plus d'un an, oui, 1 an, 2 ans, je ne sais plus exactement, oui. Euh, oui, alors, hum, Comment on en fait alors? fait, Excuse-moi, je te dis. là encore, pardon, Non, justement, pardon. comment qu'est-ce qui fait qu'on se jette à l'eau? Parce qu'il faut quand même, pour moi, un courage intellectuel de se jeter à l'eau à l'époque où tu l'as fait, sur la bande dessinée gay lesbienne. Je trouve que c'était pas anodin. Et d'ailleurs, à l'époque, j'en ai parlé avec Suzy Jaff, qui me disait que et encore, elle a commencé nettement plus tard par rapport à toi, mais elle disait que les premiers stands, au fil des ans, ça s'est amélioré, mais qu'il y a une époque où tenir ce genre de stand qui était militante sur un type de BD particulier n'était pas si simple. Alors tu vas peut-être me dire, oh, mais si, c'était simple, mais ça m'étonnerait. Tu as démarré quand même tôt, et c'était une année où il fallait. C'était une époque, quoi, tes premières BD, elles sont pas les années 80, 90, Oui, premières BD. en fait, ce qui s'est passé, là encore, je dirais, c'est toujours la même chose, c'est la faute de la BD américaine. C'est-à-dire que Et l'abandon, la poule. Hmm. C'est-à-dire que au tout début des années 80 est paru aux États-Unis un titre annuel qui s'appelait Gay Comics. Et pour moi, qui était à l'époque un gros lecteur de BD américaine, hein, j'allais
à cette époque-là, j'étais étudiant en anglais. J'étais pas loin de la librairie Temps Futur, qui est devenue par la suite une librairie Album. Et donc, j'allais régulièrement acheter les nouvelles parutions, les nouveaux arrivages de Marvel, d'ici, mais aussi d'indépendants, des derniers underground. Et parmi les derniers underground arrive Gay Comics. Et je me dis, ouais, mais c'est formidable, quoi. Voilà des bandes dessinées. C'est pour moi. Oui, enfin, oui, d'une part, mais aussi d'autre part, il y avait déjà là-dedans une variété formidable. C'est-à-dire que on y voyait des bandes dessinées faites par des gays, par des bi, par par des lesbiennes, par des bandes dessinées avec des thématiques trans. euh, et, euh, Pour et l'époque, bon, euh, c'était encore assez novateur. je vais devoir bouger La la, caméra. le téléphone parce que je suis obligé de me mettre près de euh, tu veux, de recharger mes batteries. Ah oui, c'est embêtant, oui. Surtout où on parle de ça, si tu décharges les batteries, c'est triste, quoi. Oui. Euh, Alors, alors, c'est clair. Voyez, vous, chers auditeurs ou chers spectateurs, ça dépend comment vous verrez cette interview, on ne vous cache rien, vous voyez. Mais bon, c'est un peu c'est l'esprit des Goscopic Radio, où on est très décontracté. Hein, donc, l'idée, c'est ça. Donc, bon, mais tu ne peux pas me lâcher, effectivement. Tu es obligé de recharger ton téléphone parce que là, tu ne peux pas me lâcher. On parle d'un sujet qui est quand même vraiment très intéressant. Parce que alors, à ce ce moment-là, que, tu découvres quelque chose de vraiment novateur. Quoi. Vraiment, ouais. cette revue, les comics, c'est fabuleux. Quoi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc dans les années 80, moi, je lisais Gay Comics et je découvrais certains auteurs américains. Et puis, à un moment donné, j'ai fini par... enfin, je faisais moi aussi de la bande dessinée et je commençais à faire des bandes dessinées à thématique gay en mettant dedans un C'est peu. autobio? C'est autobio ou pas? C'était très inspiré de ce que j'avais vécu. C'était plutôt des strips. L'idée, c'était de créer un personnage qui serait un peu une sorte pas exactement de moi, mais enfin de quelque chose qui s'en rapproche, et d'utiliser des petites anecdotes que j'avais vues ou que j'imaginais dans le milieu gay. Et Alors, puis, excuse-moi, je te coupe, mais ça m'intéresse aussi. C'est à l'époque, tu avais la petite vingtaine à peu près, hein, à cette époque-là. Et tu fais ça pourquoi? Tu as besoin de. Est-ce que ça, c'est juste pour raconter point barre ou est-ce qu'il y a ce besoin finalement de te sentir moins seul sur ce qu'à l'époque où tu le vis, c'est quand même pas si simple, peut-être, ou pas du tout? Ou ça a été. Est-ce que d'abord c'était compliqué pour toi à l'époque d'être un jeune gay dans les années 80? Parce que moi, c'est quand même une époque différente, quoi. Hein. Et est-ce que finalement, en tant qu'auteur, comment tu l'as vécu, ça, un petit peu? Il y avait un bah, besoin de faire quelque chose, c'était beaucoup moins je- compliqué que ça, c'est quelque chose de plus instinctif. moi, j'ai jamais vécu ça d'une manière très compliquée, c'est-à-dire que euh, je veux dire, quand j'étais ado, je me suis rendu compte que ouais, bah, finalement, les filles, ça m'intéresse pas tellement, quoi. Ah ouais, mais finalement, les mecs, ça m'intéresse pas tellement. Hein. Ah ouais, mais alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Oui, Et c'est alors bien compliqué. finalement, je me dis, ah ouais, mais ah non, les messieurs avec des moustaches ou des barbes, Ah, ah. de préférence avec un certain âge, ah ouais, non, ça finalement, ça m'intéresse. Ouais, en fait, déjà, euh, je me suis je me suis défini comme gay d'une manière qui était déjà pas la manière, je dirais, lambda. C'est-à-dire que
pour beaucoup, pour la plupart des gens, on commence à s'intéresser quand on a ces premiers émois, c'est pour des gens de son âge. Or, moi, pas du tout. Donc, Ah oui, c'est vrai. première chose. Et puis, du coup, c'est l'époque aussi où, des fois, quand on sait dessiner, ben, on va s'en servir aussi pour mettre sur papier ses petits fantasmes. Et donc, du coup, je dirais que ça a sauvé ma pratique du dessin parce que comme je trouvais absolument pas ce qui m'intéressait dans la pornographie qui existait à l'époque, ben, j'ai dessiné et puis voilà. Et j'ai jamais arrêté de continuer à dessiner parce qu'à un moment donné, quand j'étais ado, je m'étais dit, purée, j'arriverai jamais à rien, autant laisser tomber la BD, éventuellement faire du scénar, mais bon. Et puis, en fait, comme toujours, moi je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par la presse, par l'écrit, par la chose imprimée. Et donc, mon accès au milieu gay, à la culture gay, ça a été par un journal qui paraissait à l'époque, qui s'appelait Le Guêpier. Et, euh, et je me suis dit, bon, ben, peut-être que je pourrais essayer de leur proposer des bandes dessinées, puisqu'ils en publiaient un petit peu. Euh, bon, alors, finalement, j'ai vaguement proposé à quelques associations des dessins. Il y a des choses qui ont peut-être un petit peu été publiées, mais enfin, bon, rien de vraiment extraordinaire. Le Ce qui promo, fait oui. qu'à à la fin des années 80, là, j'étais en train de me dire, comme j'avais acquis l'expérience du fanzine grâce à Skers, je m'étais dit, mais finalement, euh, je pourrais publier mon propre fanzine puisque personne ne semble vouloir faire de BD gay en France, ou alors vraiment de manière très très ponctuelle et très exceptionnelle. Ben, je vais faire quelque chose, quoi. Et donc, j'ai lancé mon premier fanzine bulgare en 89 et j'ai réuni tous les dessinateurs gays français que je connaissais, c'est-à-dire Patrick Marcel et moi. Ouais, j'allais te dire, vous n'étiez peut-être pas très nombreux à l'époque. Ben, le problème, c'est que je crois qu'il devait y en avoir d'autres, sauf que Oui, les autres ne faisaient pas des BD LGBT, quoi. ouais, c'est ça. Oui, c'est Euh, évident. et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que comme c'était quand même un peu limité d'avoir deux ou trois collaborateurs à un fanzine, j'ai contacté des Américains comme Howard Cruz et Roberta Gregory et je leur ai demandé la permission de traduire de traduire en français des histoires qu'ils avaient faites pour Gay Comics. Donc j'ai fait ça au tout début des années 90. Et puis à un moment donné, j'ai un peu laissé tomber parce que c'était beaucoup de boulot. Je me chargeais de la maquette aussi, et que ça c'est un boulot qui est sympa, mais enfin qui est quand même un peu laborieux. Ça ne me passionnait pas. Et en 94, j'ai relancé une nouvelle version de Bulguet, où là, il n'y avait plus que mes bandes dessinées. Et là, j'étais vraiment dans la mouvance de ce qui se faisait aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les zines, donc la small press, donc utilisation de la photocopie. Et puis, en fait, dans ce cas, c'était moi qui étais entièrement responsable de tout le contenu de A à Z, c'est-à-dire bande dessinée et puis un petit peu de texte, ce qui était tout à fait dans l'air du temps, je dirais, parce que Oui, puis c'était techniquement, on arrivait à des choses qu'on n'avait encore pas connues. On arrivait avec son PDF et dans une maison. À l'époque, c'était nouveau. Hein, c'était un confort qu'on n'avait pas connu avant. On pouvait lire des ah oui, maquettes. oui, C'est ça, quoi. Techniquement, on complètement, c'est-à-dire découvrait.
D'ailleurs, on a vu en France euh, des gens comme par exemple le Simo ou Laurent Lolmed Ah oui. qui faisaient leur propre fanzine en utilisant en utilisant la photocopie et qui avaient un niveau d'impression qui était d'excellente qualité, quoi. Et tout ça pour relativement pas cher. Donc, je m'en suis servi pour faire les folies de Jonathan, donc comme je l'ai dit un peu plus il y a pas très longtemps, pour le faire de manière sous forme de feuilleton, parce que c'était un projet que j'avais envisagé sous forme plus ou moins de roman graphique. J'en avais dessiné 80 pages, et puis le graphisme me plaisait pas tant que ça, quoi. Euh, et donc en 94, je l'ai complètement relancé de zéro en le publiant donc dans Bulguet. Donc tous les 3 mois, il y avait un chapitre des Folies de Jonathan, plus des fois une histoire courte quand il y avait la place. Et puis bon, bah, j'ai quand même réussi à faire mes 230 pages de romans graphiques. Et à ce moment-là, en 97, donc, j'ai bénéficié d'un prêt personnel de ma banque qui s'appelait Ma Maman, qui m'a prêté les sous pour auto-éditer Les Folies de À 1000, Jonathan sous forme de roman graphique à 1000 exemplaires, euh, c'est ça, hein. à 1000 exemplaires. Et en fait, ces 1000 exemplaires, j'en ai écoulé à peu près 500 tout seul avec mes petits bras. Et puis, 3 ans après, ça a été repris par la Comédie Illustrée. On a fait une nouvelle jaquette de couverture avec la Comédie Illustrée dessus. Ça a été diffusé par le diffuseur de la Comédie Illustrée, Macassar. Et les 500 autres exemplaires sont partis aussi. Ce qui fait que le bouquin est resté assez longtemps épuisé, puisque vers 2003, 2004, on n'en trouvait déjà plus, quoi. Donc, et puis, ben, j'ai mis du temps à le rééditer, à en faire une nouvelle édition, tout simplement parce qu'à l'époque, faire éditer, ça coûtait encore cher, quoi. Mais aujourd'hui, avec l'impression numérique et la possibilité d'avoir des quantités tout à fait variables et quand même des prix extrêmement intéressants, bah là, quand j'ai fait la nouvelle édition, donc avec nouvelle couverture, nouvelle postface, etc., ça m'a coûté considérablement moins cher à l'exemplaire pour un plus petit tirage que ça m'avait coûté, il y a plus de 20 ans, quoi. C'est ça qui est extraordinaire aussi. Alors, dans l'intervalle, donc en 2008, j'avais lancé l'association LGBT-BD, là, qui signait un peu mon retour dans la BD LGBT. Euh, Là, pour le coup, je m'inspirais encore des Américains parce que les Américains avaient lancé une association qui s'appelle Prism Comics, qui avait pour but de réunir des auteurs LGBT qui très souvent s'auto-éditaient et d'avoir un stand, enfin des stands communs dans les grands festivals, style la Comic Con de San Diego par exemple. Et je me suis dit, ben voilà une bonne idée, on pourrait faire la même chose en France. Donc j'ai créé l'association et l'une des premières choses qu'on a faites avec l'association, c'est d'essayer d'avoir un stand au Festival d'Angoulême pour que les auteurs LGBT puissent venir y présenter leurs productions, que ce soit leurs autoproductions ou éventuellement leur publication chez un éditeur. Mais comme tu le sais, quand on est publié par un vrai éditeur, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va aller au Festival d'Angoulême, parce que si le bouquin paraît par exemple au mois de juin, ben, l'éditeur il ne va pas faire venir au mois de janvier à Angoulême en signature un auteur dont le bouquin est déjà sorti depuis 6 mois. Euh, donc, euh, donc, en fait, il y avait aussi cette possibilité-là pour des auteurs publiés par des éditeurs. Et par exemple,
Jérôme, un autre Jérôme, Ça existe? Jérôme, eh oui, oui, Jérôme Béjani, qui est l'auteur de plusieurs BD là, qui venait de sortir. Il avait fait un blog et, il en a tiré un livre chez Delcourt qui s'appelait Les petites histoires viriles. Euh, et son bouquin était sorti quelques mois avant, mais du coup, ben, il faisait pas partie des auteurs invités à Angoulême sur le stand Delcourt. Donc il est venu sur notre stand, il a demandé à l'éditeur de faire venir de ses bouquins. Donc, et il est venu les signer, les dédicacer sur le stand LGBTBD. Alors, ça, c'est je dirais, le mode de fonctionnement jusqu'à à peu près vers 2016-2017, parce qu'en 2015, donc, on a lancé la revue LGBTBD. Et du coup, là, c'était un peu la reprise du projet initial de Bulguet, c'est-à-dire une revue avec des auteurs et autrices LGBT, avec à chaque fois une thématique, pas juste la thématique LGBT, puisque bon, ça me paraissait peut-être pas suffisant pour donner une unité à chaque numéro de la revue et une individualité. Donc, en fait, on a eu des thèmes comme La première fois que, ça c'est un thème suggéré par Soisic, justement, dont tu as parlé, Soisic Jaffray, qui est, je crois, la seule personne qui ait participé à tous les numéros jusqu'à maintenant. Et puis, il y a eu d'autres thématiques comme super-héros et super-héroïnes, comme drôle d'endroit pour une rencontre, etc., etc. Donc, on avait dans l'idée, et on l'a fait d'ailleurs, de publier 2 numéros par an. Et puis bon, finalement, en 2020, il y a eu 0 numéro, mais on espère que ça va reprendre en 2021. Et alors maintenant, c'est sûr que le festival, le stand au Festival d'Angoulême, il est avant tout pour les auteurs et autrices qui participent aussi à la revue LGBTBD, parce que, alors ça, c'est un problème de logistique. C'est tout bête. Un stand, c'est une certaine surface avec de la place pour un certain nombre de personnes, et que s'il y a 36 000 choses dans un stand, ben, les visiteurs, avec la meilleure volonté du monde, ils ne s'y retrouvent pas, quoi. Ils ne voient rien. Donc, il faut qu'il y ait une certaine lisibilité et que donc il n'y ait pas 36 auteurs derrière le stand. Donc, on se relaye et donc à un moment donné, il y a toujours un ou deux auteurs et autrices qui sont là avec la revue LGBTBD et avec leur propre production quand ils en ont, ce qui est assez souvent le cas. Tu as cité Soisic Jaffray. À un moment, elle avait sorti un album sur les mésaventures de la vie lamentable de Cindy, un personnage inspiré des élèves qu'elle avait eus quand elle enseignait dans un collège. Mais il y a d'autres personnes, comme par exemple Nawak, qui a sorti plusieurs livres en auto-édition et qui a aussi sorti des livres édités par des éditeurs maintenant. Et puis Marie-Alexis, qui est très dynamique, et qui, elle aussi, a toute une autoproduction qui va des aventures imaginaires de Freddie Mercury, dont elle est très fan, car c'est une grande amatrice de Queen, mais aussi ses bandes dessinées sur ses expériences professionnelles, à l'accueil touristique
Et le titre, je crois, dit assez bien les choses. Ça s'appelle Suicide touristique, puisqu'on y voit un personnage qui lui ressemble beaucoup, qui répond aux questions, aux vraies questions qui lui ont été posées ou aux vraies remarques qui lui ont été faites par des touristes à l'accueil de monuments historiques. Et elle y répond de la manière dont elle aurait aimé pouvoir y répondre, parce que des fois, je peux te dire que c'est sacrément corsé. J'imagine. Alors, en fait, toi, tu es toujours quand même, il y a cette volonté d'accueillir, d'aider les jeunes auteurs. Je vois même David Fouassard qui a fait les éditions Chemington, qui a créé ce livre qui fonctionne vraiment bien, qui s'appelle Bogos Book. Donc, Bogos, B-O-G-O-2-S, puis Book, hein, donc qui est des dessins d'auteurs à travers le monde, de dessins gays. Hein, je sais que tu l'as invité à venir avec toi sur des salons, sur des choses. Tu es très bon camarade, en fait. Tu as toujours cette approche de travailler en bonne entente, en réseau. Il y a toujours je veux dire, je veux dire, quand il y a le stand LGBT, celui qu'on voit le moins, c'est toi, finalement. Tu mets en avant tes auteurs, je trouve. Bah, c'est quelque chose que je trouve sympathique. Déjà, j'en ai bénéficié de la part d'autres auteurs. Hein. Par exemple, au tout début de LGBTBD, on a été accueillis sur le stand de Skers par Xavier Lancel. Et puis, euh, je dirais que quand il y a quelque chose dont on peut faire profiter les autres, pourquoi se priver? Ça bénéficie à tout le monde. Dans les années 90, quelque chose qu'on essayait beaucoup de faire avec un autre Marcel, Philippe Marcel, qui est l'animateur des éditions La Cafetière, c'était, on aurait voulu pouvoir mettre en place quelque chose au niveau des fanzines, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'il y ait peut-être, je sais pas, une newsletter ou enfin un système permettant aux fanzines de faire connaître d'autres fanzines. Euh, dans Skers, je me suis occupé de la rubrique fanzine. Et ça, c'était un truc que j'aimais beaucoup, le fait de pouvoir. Parce que Skers, à l'époque, dans les années 80, avait quand même euh, un bon tirage et une bonne audience. Et le fait de pouvoir de parler dans la rubrique fanzine d'un zine parfois tiré à quelques dizaines d'exemplaires, en mettant le nom, l'adresse, le prix qu'il fallait envoyer pour le recevoir, ben, ça pouvait faire une différence notable aux gens qui le faisaient, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé, euh, je sais pas, enfin, je trouve ça normal, quoi. Euh, c'est c'est Ça l'idée pourrait être que normal, mais c'est pas dans l'esprit de tout le monde. Enfin, et puis un auteur, par définition, et c'est un peu normal, est tourné sur son art. Moi, personnellement, j'ai souvent aidé beaucoup d'auteurs. Il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément ce sens-là du retour, bah, quoi. c'est-à-dire, c'est vrai Et ça que se comprend. c'est difficile de faire à la fois sa propre promotion, son propre boulot, et en même temps d'éditer ou d'aider à promouvoir celui des autres. Hein, il y a des gens qui en ont souffert dans leur carrière, il faut le dire. Jean-Christophe Menu, par exemple, ce n'est que depuis que l'association, qui a eu des problèmes avec l'association et qu'il n'y est plus, qu'il produit autant pendant très longtemps. Ben, il arrivait quand même à faire un peu de BD, mais une grande partie de son temps était occupée par l'édition, par la maquette, enfin, etc. Enfin, plein C'est de d'ailleurs, choses. c'est intéressant parce que Jean-Christophe Menu, c'est à mes yeux quasiment un des plus magnifiques auteurs qui existent. Enfin, moi, Mhm. c'est un dieu ultime, Ouais. auteur des Berbarian, des Lolmet, enfin, Dufour. Et le truc, c'est qu'en même temps, il a créé
une maison d'édition, enfin, il a co-créé une maison d'édition fabuleuse qu'il a pu faire tourner, développer. Après, voilà. Et quelque part, tu te dis, ça a été au détriment de sa création, donc tu le regrettes en tant qu'amateur de son art, et en même temps, ce qu'il a créé comme maison d'édition est tellement merveilleuse que tu te dis, bon, c'était le prix à payer. Est-ce que c'est, moi, je ne sais jamais, j'ai jamais tranché là-dessus. Est-ce que je le regrette parce que j'aime énormément ce qu'il fait en tant qu'auteur, et en même temps, ce qu'il a proposé comme livre, c'est tellement magnifique. Souvent, tu te dis, c'était peut-être pas ce qu'il fallait payer comme prix, quoi. Bah, Et, c'est-à-dire, je dirais que dans ce cas-là, on peut dire que la maison d'édition fait aussi partie de la création. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que dans la création artistique, il y a aussi cette maison d'édition, sa ligne éditoriale, euh, la conception graphique de plein de choses. Enfin, bon, ça participe effectivement de la création. Mais cela dit, c'est sûr que quand on aime les bandes dessinées de Jean-Christophe, et moi j'aime bien, ben, c'est sûr qu'on aimerait toujours en avoir plus. Et finalement, bon, ben maintenant, il y en a nettement plus. Et quelque part, on est tout de même assez il a content, été quoi. gagné. Le problème s'est posé pour d'autres. Par exemple, Nilso et Joe Manix, qui animaient le CIMO, au bout d'un moment, ils se sont dit, mais voilà, on fait cette revue, on fait connaître des auteurs, mais en même temps, nous, on a moins de temps pour dessiner et quel retour on a. Donc, au final, ce qu'ils ont fait, c'est que le CIMO est devenu un éditeur, ils ont arrêté la revue Le Cimo et ils se sont concentrés sur des comics one-shot avec le travail de Niels et de Joël. Et ça a donné des choses assez extraordinaires, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut faire des choix et c'est pas évident, quoi. D'ailleurs, Giovanni, que j'adorais et qui malheureusement nous a quittés il y a déjà un petit moment Ouais. et beaucoup trop tôt. Et on a vraiment perdu un auteur de qualité et apparemment une très belle personne pour avoir un peu changé Mhm. avec elle. Mais c'était vraiment, c'est une énorme perte. Enfin bref. Mhm. Non, mais ce qui est intéressant quand même c'est qu'à Angoulême, vous aviez créé un événement. Il y avait une soirée autour de la revue. Il y Mhm. avait vraiment, on pouvait pas rater le truc, quoi. Vous étiez quand même un peu Alors, militant, quoi, je dirais, dans le oui, bon sens du terme. là, je dirais que c'est le principe du aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que bon, on a organisé le stand LGBTBD. En même temps, comme je m'occupais aussi des conférences du conservatoire, qui sont donc des conférences sur la bande dessinée, j'essayais de programmer tous les ans quelque chose en rapport avec la BD LGBT. Et puis une année, on s'est retrouvé en contact avec un groupe, une association LGBT locale, l'association ADEOS. Et cette année-là, en fait, on avait très très peu de monde au stand LGBTBD parce que ben, moi j'étais occupé, on n'avait pas encore la revue, enfin bon, bref, finalement, et ça se trouvait être l'année où il y avait le vote de la loi sur le mariage pour tous qui devait arriver. Donc, pour le coup, Angoulême, Angoulême s'impliquait dans ce mouvement pour, pour la loi pour le mariage pour tous, etc. Et donc, en fait, le stand LGBTBD, pendant une bonne partie de ce festival, a eu des militants ADEOS qui donnaient des prospectus, des choses comme ça. Et ça a commencé à créer des liens. Et en fait, ADEOS est une association donc, sur les deux Charentes, la maritime et la pas maritime. Et ils avaient un local sur la Charente-Maritime, mais ils n'en avaient pas sur la Charente pas maritime, c'est-à-dire sur Angoulême. Or, maintenant, depuis 2 3 ans, ils ont un local sur Angoulême. On a tous les ans, on a fait des choses ensemble. Et puis, on en est venu à se dire, ben, maintenant qu'il y a un local sur Angoulême,
on pourrait organiser des choses au sein de ce local, des rencontres avec des auteurs, etc. Et donc, ben, c'est ce qui a été fait. Et ce qui a été fait également, c'est de mettre sur pied une publication. Alors là, c'est Adéos vraiment qui finance, qui chapeaute, etc. Le cahier BD des diversités. Sur le principe, tous les ans encore, d'une thématique en rapport avec les thématiques LGBT et des contributions volontaires d'auteurs d'un peu partout, quoi. Donc, en fait, c'est une sorte de mouvement qui, quelque part, à un moment, produit un cercle vertueux, etc. Euh, et bon, alors évidemment, le Covid, moi je dis le Covid parce que je dis le vide en français, je dis pas la vide. Moi, je dis l'enculé, donc c'est pour ça. Voilà. Donc, je dis le Covid. On est d'accord. Et j'aimerais bien que les gens de l'Académie française comprennent qu'une langue, c'est pas, que les mots, c'est pas seulement un sens, c'est aussi une sonorité. Et que la phonétique a de l'importance. Je veux dire que, en tant que Français, quand il y a un mot nouveau qui apparaît, ben, toi, moi, tout le monde, on est parfaitement à même de lui assigner un genre d'après notre expérience de la langue française, parce qu'on est locuteur français et qu'on n'a pas besoin de gens qui n'ont jamais ouvert un bouquin de linguistique pour nous dire que ah mais il faudrait que ce soit féminin parce que ça veut dire ça, ce qui est une notion de la linguistique, mais qui date du 19e siècle, quoi. Bon, enfin bref, tout ça Moi, pour je pense dire que que je suis d'accord avec toi, à condition qu'on demande à Macron, quand même. C'est un minimum. Il faut quand même demander à Macron de faire euh, une fois. C'est un minimum. C'est un minimum. C'est mieux. oui, mais bon. Pas la peine d'avoir des ennuis, autant, autant être gentil. Donc tout ça pour dire que ben, avec le Covid, ça a évidemment stoppé pas mal de choses et ralenti pas mal de choses, donc il va falloir relancer la machine. Mais enfin bon, on la relancera, quoi, hein. Et Là, là tu es sur quoi, là, en ce moment, Jean-Paul? alors, je suis sur plusieurs choses. Donc, il n'y a pas Ça, très longtemps, j'ai enfin sorti un recueil de plusieurs histoires courtes. D'ailleurs, il est juste à côté. donc, Jean-Paul est parti chercher. Voilà. Yes, yes, yes. Alors, Donc, tu sais que celui-là, rappelle-nous son titre. il s'appelle Drôle de journée. Rappelle-nous son titre, Et, Jean-Paul. Voilà. hein, et ce Alors, livre-là, en fait, il contient des histoires que j'ai faites dans la première version de Bulguet, dans la deuxième version de Bulguet, dans des fanzines à droite à gauche, dont même un fanzine américain. Donc il y a une histoire qui était parue en anglais mais qui n'était jamais parue en français. Et puis ben, j'ai même donc fait. tu as eu le luxe de traduire du Jean-Paul Genquin, quoi. Oui, il a fallu que je traduise du Jean-Paul Pour une fois, Genquin. tu as Pour moi, traduit c'est pas Jean-Paul Genquin. facile parce que ouais, non, mais ce saligo, J'imagine. hein, ah là là, oui, non, en général, j'aime pas On le traduire du trouve comment Jean-Paul ton livre? Genquin. Non, Eh d'accord, ben, en c'est fait, passionnant. On le maintenant, trouve comme on trouve ton livre. on le Ah, une trouve petite coupure, on en est une fait petite coupure. Oui. sur le site euh, de la boutique Les Mots à la Bouche. Donc, ils ont un site motsbouche.com, motsbouche.com. Et ben, on va dans bande dessinée et on trouve Les Folles Nuits de Jonathan, la revue LGBT BD, donc Drôle de journée, Progress le Book, petit je me permets dernier. parce que David Et Pestar, il y en a beaucoup. Voilà. soit dit en passant, d'ailleurs, on trouve aussi des bandes dessinées de Jean-Paul Genquin dans une revue qui s'appelle Égoscopique. Et là, c'est Ah oui. plutôt des bandes dessinées autobiographiques qui sont dessinées dans un style d'ailleurs assez différent du style que j'utilise pour mes BD LGBT. Finalement, pour quelqu'un qui sait pas formidablement dessiner, j'arrive quand même, je trouve quand même le moyen d'avoir deux styles de dessin bien distincts
le style des BD autobio que j'utilisais dans le mini de la semaine, que j'utilise dans Egoscopic, etc. Et puis un style plus réaliste, enfin réaliste selon mes moyens, que j'utilise donc dans Les Folies de Jonathan, dans Drôle de journée, dans les BD de la revue LGBT BD. Et là, en ce moment, je suis en train dessiner, de finir une BD pour un collectif de BD gay porno publié par les éditions La Musardine, qui s'appelle TTBM. Et, et c'est une première pour moi parce que j'ai encore jamais dessiné de BD vraiment porno. Donc, il faut que non seulement que je dessine des kikis, ça j'avais déjà fait, hein, mais en plus, il faut que les kikis rentrent dans d'autres kikis ou dans des orifices et des machins. Et en même temps, il faut qu'on arrive à voir ce qui se passe. Alors, il y a beaucoup de dessinateurs de la tradition de la BD gay, comme Tom de Finlande, par exemple, qui avaient trouvé une solution. La solution, c'était de grossir le kiki, parce que comme ça, on le voyait plus facilement. Sauf que moi, je me refuse à ce genre de procédé. Hein, et donc, après, ça devient compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'il faut arriver à montrer sans pour autant que ça devienne, que ça devienne invraisemblable. Donc voilà, je suis parti dans une histoire de 10 pages, j'en suis à la page 8, donc ça devrait bientôt être terminé. Quand j'aurai fini, je ferai une histoire de science-fiction, enfin de super-héros pour un ami américain qui publie un fanzine. Alors c'est une histoire très drôle parce que cet ami s'appelle Kurt Eriksen. J'ai découvert son travail dans le premier numéro de Gay Comics. Donc, à un moment donné, comme grâce à Facebook, j'ai pu le contacter et j'ai commencé à publier ses bandes dessinées dans la revue LGBT-BD. Et puis, maintenant qu'il est à la retraite, il reprend des projets parfois laissés en plan depuis très longtemps. Et là, il a un fanzine de science-fiction et de fantastique qu'il avait lancé dans les années 70. Et il avait depuis 42 ans des numéros où il avait du matériel mais qu'il n'avait pas publié. Et donc, il va publier sa revue en y ajoutant aussi du matériel nouveau. Et donc, je lui prépare une histoire de 6 pages qui va parler de super-héros. Et quand, bon, écoute. Et quand j'aurai fini ça, je ferai mon histoire pour Egoscopic. Oui, s'il te plaît, parce que j'avoue que j'y ai pris goût et qu'un Egoscopic sans Jean-Paul Génica, ça m'ennuierait un petit peu, beaucoup même, puisque c'est des plaisirs que je m'offre, donc je préférerais que ça continue, à la mesure de tes possibilités, et notamment, je sais que tu as beaucoup d'activités, mais non, en tout cas, Jean-Paul, je te remercie 1000 fois pour cet échange. Le son est sûrement pas fabuleux. On a sûrement des coupures dans ce qu'on s'est dit parce que c'est de l'Internet, machin. L'approximation, les gens nous l'excuseront. Au moins, on a essayé de parler avec, comme on se parle, avec sympathie et amitié et puis décontracté, comme c'est normalement et comme se veut Égoscopique Radio, quelque chose de très naturel, on ne travaille pas, je retravaille volontairement pas le truc. Et puis, j'espère rapidement qu'on va se revoir, vraiment, se voir vraiment pour de vrai, se reboire des cafés, discuter, refaire le monde. Moi, j'ai hâte de remonter sur Paris, qu'on fasse un peu tout ça, qu'on sorte un peu de ces bêtises-là, et qu'on fasse des salons, on se recroise dans les salons. Tu devais être à Sovédé, non, ou pas Tu devais y aller à Sovédé? Alors, le truc, c'est que donc, tu parles du salon SOBD, qui est donc un salon qui a lieu à Paris depuis quelques années, qui devait avoir lieu au mois de décembre, qui a été remis au début du mois de février.
Et puis Eh oui. finalement, ben, il aura lieu en décembre 2021. Donc, il n'y a pas une Euh, édition. mais euh, évidemment, j'y prends toujours un stand parce que c'est un salon que je fréquente depuis sa première édition. Et que là, pour le coup, c'est un salon où je peux aller à pied avec mon petit caddie rempli de bouquins. C'est à une demi-heure, trois quarts d'heure de marche à pied de chez moi. Et donc, c'est très pratique. Euh, et, et j'espère vraiment que, effectivement, d'une part, Égoscopique pourra y être Alors, on y est invité, on y a une place. Hein. au mois de Renaud nous a décembre. confirmé. Voilà. Et puis qu'on s'y retrouvera non seulement donc avec Égoscopique LGBTBD, mais aussi le Beau Gosse Book, puisqu'il est prévu Oui, c'est prévu. qu'il vienne, et Oui, il est également prévu. David Marie-Alexis, Fossard reçoit le groupe. qui a également réservé un stand. Donc ça fera beaucoup de monde et ça sera sympa. Ouais. Très. En tout cas, encore une fois, je te remercie beaucoup, Jean-Paul. Je rappelle aux gens qui peuvent aller sur ta page Facebook, enfin, sur ton mur, il y a ton actualité qui est régulièrement mise à jour. Hein, tu es assez présent. Instagram, un petit peu aussi, non? Je suis moins Instagram, moi. Oui, Tu es un oui, peu oui, sur Instagram? oui, j'ai une page Instagram. J'y suis un peu moins présent que sur Facebook. Euh, mais cela dit, j'y vais quand même assez régulièrement. C'est vrai que il y a surtout la page LGBTBD et la revue LGBTBD. En plus de ma page Jean-Paul Velquin où je mets en ligne des choses, mais sur la page LGBTBD, pour les gens qui s'intéressent particulièrement à ce domaine, c'est intéressant parce que j'essaye de reposter un peu tout ce qui me semble être intéressant sur Facebook. Donc, il y a pas mal d'auteurs et d'autrices dont je reposte le boulot sur la page LGBTBD. Et ça donne quand même beaucoup de pistes pour les gens qui veulent découvrir des BD. Et c'est formidable, Facebook, Instagram, Internet en général, parce qu'on peut suivre le travail d'auteurs comme par exemple Sophie Labelle, qui est une autrice canadienne, donc qui pendant très longtemps habitait au Québec. Maintenant, depuis un ou deux ans, elle habite en Finlande avec son chum. Là maintenant, ils ont acheté une maison, et donc on reste en contact avec des gens comme Sophie Labelle qui habite au fin fond de la Finlande avec de la neige partout et tout. Enfin bon, mais aussi avec un autre auteur, par exemple, qui s'appelle Sam Orchard, qui est en Nouvelle-Zélande, quoi. Alors, tu C'est vois, totalement impensable, quoi. c'est extraordinaire. Au moment où je te dis au revoir, tu arrives à me replacer deux auteurs et à leur faire leur pub. C'est tout à Mhm. fait toi, puisque normalement, on devrait s'être dit au revoir depuis au moins une minute, hein, comme je l'avais Ouais. prévu. Et tu m'as replacé deux auteurs, et en plus des auteurs que moi, personnellement, je connais pas, mais qui sont sûrement, si tu dis du bien, doivent être super à découvrir. Et c'est tout à fait toi. C'est vraiment un grand plaisir. On a été très, très bavard, mais on le savait. Mhm. C'est assumé. On n'en a rien à fiche. Ça s'est fait plaisir. C'est l'avantage des Goscopic Radio. Et puis vraiment, je profite de dire l'admiration que j'ai pour le bonhomme que tu es sur les 3-4 domaines qu'on a évoqués et l'honneur que j'ai de te connaître. Voilà. Et puis l'impatience que j'ai de te revoir et de te remercier d'être venu sur cette émission. Voilà. Et ça fait plaisir. C'est bon pour le moral, comme diraient les poètes. Merci beaucoup, Jean-Paul. Eh ben, bonne suite de journée, Jérôme, et puis à se revoir en Très vite. vrai. Je te le promets. À très, très Ok, vite. ciao. Merci, Jean-Paul. Au revoir.